Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. Je me sens un petit peu rouillée, c'est bizarre pour moi de filmer qu'une fois toutes les 2 semaines ces derniers temps, mais c'est ce qui convient à mon rythme de vie actuel. Une rapide présentation parce que vous êtes quelques nouvelles personnes à être arrivées sur la chaîne. D'abord, bienvenue à vous. Merci pour votre fidélité pour ceux qui sont là depuis quelques temps et qui reviennent vidéo après vidéo. Donc, je suis Mathilde, j'ai 28 ans, bientôt et demi. Je vis à Montréal, au Québec, depuis plus de 5 ans avec mon amoureux Loris et mon petit chat Dobby. Je tricote depuis longtemps, j'ai appris à tricoter quand j'étais enfant, mais de manière un peu plus quotidienne depuis que je vis au Québec et plus particulièrement depuis à peu près 3-4 ans je dirais, où le rythme s'est pas mal intensifié. Cette chaîne YouTube existe depuis... Oh mais vous savez pas quoi? On est le 27 mai. Je crois que j'ai loupé l'anniversaire de ma chaîne. Je vais aller regarder. Donc hier, j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne YouTube il y a 2 ans. 2 ans 2 ans, je pense. Ou 3. J'ai comme un doute, ça fait 3 ans? Non. Attendez, je vais aller vérifier. Non, c'est ça, ça fait 2 ans. Donc, le 26 mai 2022, je postais ma première vidéo sur cette chaîne. À la base, je m'étais lancée dans les podcasts parce que il y a 2 ans, je venais de découvrir les podcasts tricot en début d'année 2022 et en fait, je trouvais assez peu de personnes, de chaînes YouTube en fait dans lesquelles je me retrouvais, assez peu de jeunes femmes dans la vingtaine en fait, hein, finalement, pour faire court. Et donc je m'étais dit que si moi j'avais un peu de mal à me retrouver, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans mon cas, et puis même sans parler de personnes qui avaient besoin de s'identifier, je trouvais que c'était intéressant aussi d'apporter un regard différent. Et voilà, petit à petit, les podcasts se sont transformés en vlog. Et ça fait donc maintenant 2 ans. En fait, assez rapidement, ça s'est transformé en vlog. Et ça fait donc maintenant 2 ans que je vlog semaine après semaine. Je vous partage mes avancées au tricot. De manière ponctuelle, il peut y avoir du crochet, de la broderie, de la couture. Ça, c'est très, très, très ponctuel. Et vous allez le voir aujourd'hui, je vais vous introduire au cross-stitch au point de croix. Mais c'est quand même le tricot qui est vraiment mon activité principale. Au travers de tout ça, j'ai aussi fait quelques designs de chaussettes sans prétention. Et j'ai aussi lancé ma boutique Etsy il y a ça fait 2 mois à peu près, 1 mois, 2 mois, je sais plus, je suis perdue, non 2 mois, un peu plus de 2 mois, dans lequel je vends des accessoires au tricot en fait que j'assemble et que je crée à partir de breloques que je constitue en petites collections selon mes goûts. Et je voulais débuter cette vidéo justement en parlant de cette boutique, plus précisément de l'offre que je vous ai fait dans la dernière vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, j'habite au Québec et donc les frais de port à l'international sont quand même un petit peu élevés, c'est-à-dire que quand vous faites une commande sur ma boutique depuis la France et l'Union européenne en général, en fait le monde entier même, vous payez 13$ et quelques de frais de port, ce qui correspond à quelque chose comme 7-8€ plus ou moins, ou entre 6 et 8€, là je suis comme un blanc, de frais de port. Et j'avais ma maman qui vit en France, qui est venue me rendre visite, qui est repartie le week-end dernier, et donc je vous avais proposé de passer commande le temps de son séjour et qu'elle vous envoie les produits directement depuis la France pour vous éviter les frais de port. Donc je vous avais donné un petit code promotionnel qui vous permettait d'obtenir la livraison gratuite. Et vous êtes plusieurs, en fait vous êtes quelques-uns, plusieurs c'est un petit peu exagéré, mais vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit en vous inquiétant
du paiement en fait des frais de port depuis la France, puisque je rendais la livraison gratuite, donc je demandais pas de moyen je demandais pas de compenser non plus la livraison des frais postaux français. Et donc, vous vous inquiétez de savoir si j'allais m'y retrouver dans tout ça. Et je vous confirme que oui, dans le sens où finalement, là, les frais de livraison en France reviennent au même coût que je paye ici au Canada quand je fais un envoi local. Donc, c'est-à-dire quand j'envoie moi-même au Canada, ça me coûte un certain montant. Et là, le fait d'avoir envoyé vers la France depuis la France, ça m'a coûté un montant assez similaire, voire peut-être même un petit peu moins cher depuis la France. Et donc sur ma boutique, quand vous commandez depuis le Canada, vous avez déjà la livraison gratuite à partir de l'achat de 2 articles. Donc finalement, pour moi, je revenais à l'équilibre. En fait, c'est déjà une offre que je fais pour le Canada. Donc il n'y a pas eu un gros impact pour moi de le faire pour la France, sachant que je demandais un certain minimum de commandes justement pour m'y retrouver, parce que c'est sûr que si vous commandiez un article à 4-5 euros, là forcément ça devenait un peu plus difficile. Mais voilà, donc merci de vous en être inquiété. Mais j'avais pensé bien sûr à tout ça, et comme je vous le redis, c'est déjà quelque chose que j'applique en fait pour les achats depuis vers le Canada. Donc c'était calculé en fonction de ça. Je me rends compte que j'ai un petit... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un petit truc sur la bouche. En tout cas, bref, voilà. La boutique. Autre chose, là on est lundi 26 mai. Et dimanche, le dimanche là qui arrive, qui va suivre la publication de cette vidéo, ça doit être le 2 juin, il y a un festival en Estrie, à Campton, près de Sherbrooke. C'est le festival organisé par Julie Asselin et la fromagerie, je crois que le nom de la fromagerie c'est Ma Station ou La Station, je l'écrirai si c'est pas ça, qui est un festival en fait de laine qui se passe en extérieur. J'y suis allée l'année dernière, j'ai trouvé ça vraiment génial. D'ailleurs, j'avais dû vous montrer quelques images. Et le principe, c'est des personnes qui travaillent autour de la laine. Donc il y a des teinturiers, il y a des gens qui vendent des accessoires, voilà. Et il y a pas besoin en tant qu'exposant, on n'a pas besoin de s'inscrire à proprement parler. En fait, on a juste à venir s'installer et puis vendre ce qu'on souhaite vendre. Et ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à si je veux y aller ou pas. Et en fait, j'ai toujours pas pris ma décision. Donc, je pense que quand cette vidéo sortira, ma décision ne sera toujours pas officiellement prise, donc je vous invite. Ce sera sur Instagram que je l'annoncerai si je le fais. Et puis, de toute façon, si vous venez à Compton, vous me verrez si je suis là. Et voilà, je pense que si je ne vends pas là-bas, je pense pas que j'irai juste en tant que visiteuse, mais peut-être on verra. Si j'y vais, les paiements se feront par virement Interac pour ceux qui... Si vous n'êtes pas québécois, vous savez probablement pas de quoi je parle, mais c'est pas grave parce que si vous n'êtes pas québécois, vous n'allez probablement pas me rendre visite à ce festival. Ou en espèces, et en espèces, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des prix ronds, 5, 10, 15, 20 dollars pour que ce soit facile pour vous comme pour moi. Et voilà, ce qui fait que voilà, je vais arrondir en fait les prix qui sont actuellement sur la boutique. Voilà pour cette petite parenthèse. J'ai énormément de choses à vous raconter parce que je ne suis pas venue depuis 2 semaines. Au niveau d'avancée tricot, pas tant que ça, parce que je me suis beaucoup concentrée sur l'avancement du châle que je teste pour Nadia NCL Knits, donc qui est son châle anniversaire qui va sortir à la mi-juin. J'ai beaucoup travaillé dessus et je n'ai pas le droit, c'est un projet secret, je n'ai pas le droit de vous le montrer, ni même de vous en parler, de sa construction, de ce qu'on retrouve comme type de motifs ou de techniques. Ce qui fait que ça a limité un petit peu aussi la possibilité des vlogs. Et puis
Et puis voilà, donc ça pour dire que comme j'ai travaillé pratiquement que sur ça, ça fait en sorte que j'ai pas énormément d'avancées à vous montrer. Par contre, je vais quand même vous parler du top d'Atelier Émilie que j'ai testé, enfin que je teste encore, je ne l'ai pas terminé. Le top Sansei, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui lui a bien avancé grâce à ma maman, que je remercie, puisque ma maman, pendant son séjour chez moi et chez ma sœur, a tricoté en fait tout le corps en jersey, ce qui m'a sauvé beaucoup de temps et ce qui m'a un petit peu sauvé la vie aussi, façon de parler, mais dans le sens où j'ai eu beaucoup moins de temps de tricot ces derniers temps que ma moyenne de temps de tricot habituel, ce qui fait en sorte que je me suis retrouvée un petit peu coincée dans mes tests, puisque actuellement j'ai 3 tests en cours, plus un sur lequel je me suis engagée, qui a débuté mais que moi je n'ai pas encore commencé. Et quand même 3 grosses pièces puisqu'on a le châle, bon le top mais c'était quand même un top en fingering, la grosse veste que je fais en alpaga, et puis le quatrième que je n'ai pas encore débuté, c'est un t-shirt pour Nadia encore une fois, mais tout en dentelle, donc ça va quand même prendre un petit peu de temps. Et là, clairement, les deadlines, c'était un petit peu compliqué parce que les 3 tests arrivent à échéance vraiment de manière condensée. Le premier à sortir, c'est celui d'Atelier Émilie. Il faut rendre le test pour le 7 juin et je crois qu'il sort dans la foulée. Si c'est pas le 7, ça doit être dans les jours qui suivent. Juste après, le 13 juin, je dois avoir terminé le châle pour Nadia qui sort le 14, si je ne me trompe pas. Et le 18 juin, pardon, je dois terminer le gilet. Donc le gilet, c'est celui sur lequel je me mets le moins de pression parce que la date officielle c'est le 18 juin, mais dans les faits il ne sortira qu'à l'automne prochain. Et Cécile qui tricote, qui est la designer, nous avait déjà mentionné que bon, la date était quand même relativement flexible, sachant que le patron allait pas sortir tout de suite. Donc dans l'idéal, c'est quand même de respecter le délai autant que possible, mais disons qu'il y a un petit peu moins d'impact que pour les tests d'Emilie ou de Nadia qui eux sortent tout de suite au moment de la deadline en fait. Et le test de Nadia, le t-shirt, est pour le 25 juillet, j'ai une date juste derrière le téléphone, et pour le 25 juillet. Donc pour le moment ça va, j'ai 2 mois, mais il va quand même falloir que je le débute dans pas trop longtemps, puisque c'est quand même comme je le disais, un t-shirt tout en dentelle et en fingering. Voilà. Donc là, je n'ai pas tout de suite à portée de main le top d'Atelier Émilie, donc je vais aller le chercher et vous en parler un petit peu plus en détail. Donc me revoilà avec le top d'Atelier Émilie que je tricote avec de la fil Colana. C'est comment on appelle ça, la qualité Merci, qui est un mélange de 50% laine et 50% coton. Donc voilà la bête. Tadam. Vous voyez, ma maman a fait du bon travail. Merci maman. Donc c'est très simple. Enfin, moi j'ai trouvé ça très simple à fabriquer. Donc je vous explique. En passant, je suis désolée, j'ai des travaux dans la rue, ça se peut qu'il y ait un petit fond sonore désagréable. Alors, attendez, parce que j'ai déjà oublié. Si, on commence par le dos. On tricote en aller-retour, on fait le dos, on vient créer en fait avec des augmentations, la forme du dos et des emmanchures. Ensuite, on vient remonter des mailles au niveau des épaules pour faire les bretelles, et pareil avec des augmentations, diminutions et tout le tintouin, on vient créer la forme de l'encolure et des emmanchures. Une fois qu'on a fini de tricoter le devant en aller-retour, on rejoint avec le dos et là on commence à tricoter en rond avec une mère de jersey. Donc ça, la construction, je vous en avais un petit peu parlé à la dernière vidéo, mais j'avais oublié de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est que en fait, je pense pas avoir lu le patron trop vite, je pense juste que j'ai mal compris. En fait, je me rends compte que c'est pas la première fois que ça m'arrive, où je fais une erreur sur la compréhension de la gauche et de la droite qui est mentionnée dans le patron. Je sais que dans un patron,
en règle générale, quand on parle de la gauche du tricot ou de la droite du tricot, c'est le tricot, il faut imaginer le tricot porté en fait. Donc par exemple si on parle de l'épaule gauche, bah c'est la partie qui se poserait sur notre épaule gauche une fois sur nous. Sauf que ça fait deux patrons. La manière dont le patron est rédigé, en fait, ça m'induit en erreur et ça me donne l'impression qu'on parle de l'autre gauche, en fait, qui est donc la droite. Et là, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai mal compris. Mais c'est pas une question du patron, c'est une question de moi, dans le sens où le patron, il est bon, il n'y a pas d'erreur. Mais si vous avez un cerveau comme moi, peut-être que vous allez vous poser la question. Mais voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je pense que c'est vraiment juste moi qui catche mal en fait selon comment est-ce que c'est expliqué. Et en fait, je me suis trompée. Donc j'ai créé la bretelle qui devait aller à gauche. Et ben en fait, j'ai fait comme pour la bretelle droite et la bretelle de droite, j'ai tricoté en fait la bretelle de gauche. Ce qui fait que je me suis retrouvée coincée parce que bah, du coup mes augmentations n'étaient pas aux bons endroits. C'est comme si j'avais les augmentations de l'encolure vers l'emmanchure et l'emmanchure vers l'encolure. Et quand je m'en suis rendu compte, je venais de terminer en fait de tricoter les deux bretelles. J'étais au moment de rejoindre les deux morceaux ici des bretelles pour pouvoir poursuivre le devant. Et donc je me suis dit, pas question de recommencer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé mon fil de montage quand j'ai repris au niveau des épaules. J'ai échangé les côtés et j'ai fait une couture à 3 aiguilles. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, on pourrait croire que c'est pas propre ce que j'ai fait ici, là. On voit qu'il y a des trous, etc. Mais en fait, c'était déjà comme ça avant que je fasse le grafting. Je sais pas si c'est lié à ma laine ou à la manière dont est pensé le patron, mais ça me crée ça m'a tout de suite créé en fait des trous. Donc il y a peut-être une technique que j'aurais pu faire pour récupérer les mailles, mais j'en ai testé plusieurs. Et toutes les techniques, il y avait toujours des petits espaces en fait. Donc bon, ça me stresse pas trop. Je vais voir après le blocage. Si jamais vraiment je trouve que ça fait une mauvaise finition, je pense que je viendrai juste faire une petite broderie au niveau de la couture pour masquer un petit peu. Mais bref, voilà, je voulais vous raconter cette fameuse anecdote. Donc là, ma maman a quasiment terminé le corps du pull. Elle est repartie ce week-end, donc là, je prends son relais. Je me suis mis un petit progrès skipper, un petit marqueur de progrès pour pouvoir me rappeler où elle s'est arrêtée parce qu'en fait je l'ai essayé quand elle s'est arrêtée et j'ai calculé qu'il fallait que je tricote encore un certain nombre de centimètres. Donc pour pouvoir me repérer plus facilement, j'ai mis un petit marqueur de progrès. Sauf que en fait, j'avais acheté 3 balles de 50 grammes de Merci. J'étais censée en avoir un peu trop. Et là, je viens de commencer la 3e balle et je commence à stresser de me dire est-ce que je vais avoir assez de laine. Donc, ce que je vais faire, dès que j'aurai un peu de temps avec un cerveau frais, ce qui pour le moment, je sais pas si ça va arriver un jour, mais il va falloir, je vais couper ma laine et je vais tout de suite faire les emmanchures et l'encolure. Comme ça, après, avec mon restant de laine, bah, je terminerai le corps et puis voilà, pas de gaspillage et pas de stress. Sachant que, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, les emmanchures et peut-être l'encolure aussi se font en jersey double. Donc ça va quand même prendre pas mal de laine et ça va quand même être un petit peu long à faire. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Il faut que ce soit fini dans 2 semaines. Ça devrait être bon, hein, mais il faut que je trouve le temps en fait de le faire. Et puisque ce que je vous ai pas mentionné aussi, c'est que j'ai toujours mes tendinites qui me font mal. Ça s'était calmé et là c'est vraiment reparti très fort dans les derniers jours. Pour mon épaule gauche, c'est vraiment très 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 douloureux et ça fait en sorte que j'essaie de pas trop forcer non plus, même si je n'ai pas mal quand je tricote. Bah, je sais que ça fait quand même travailler, enfin que c'est pas bon quoi pour ma tendinite. Et là en fait ce qui se passe c'est exactement ce que j'avais eu il y a 1 ou 2 ans de ça, c'est que en fait ma tendinite crée une sorte d'irritation en fait de mon nerf dans le bras.
Et en fait, c'est ça qui me fait atrocement mal. C'est mon nerf plus que la tendinite en tant que telle. Donc bref, tout ça pour dire que déjà que j'ai pas trop de temps de tricoter en ce moment. En plus de ça, il faut que je fasse attention à mes épaules. Donc c'est pas ouf. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est les aléas des tricoteuses. L'autre chose que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est pas du tricot, c'est donc le fameux cross-stitch. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté lors du festival à Terrebonne, comment ça s'appelle, Aiguille et Passion, je crois. Et donc j'avais acheté ce modèle qui est un modèle de point de croix, collection tarot de Innocent Bones, que j'ai acheté à la boutique Twistitch à Laval, mais je pense que si vous êtes en Europe, je crois que là, ici, je crois que vous pouvez retrouver je crois qu'il se vend en Europe aussi. Et donc j'ai voulu commencer. Je n'avais jamais fait de point de croix de ma vie. J'étais lancée là tout de suite maintenant. J'avais pas envie de passer 150 ans à regarder les tutoriels, donc je me suis lancée un petit peu, voilà. Frontalement, tête baissée, et voilà, on a avancé. C'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est pas grave. Donc déjà, juste ça m'a pris quand même un certain temps, mais j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a vraiment apporté une certaine méditation, parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration, alors sûrement encore plus quand c'est la première fois, pour bien compter le nombre de cases, pour bien piquer aux bons endroits, etc. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment... Je pensais que ça ressemblerait plus à la broderie traditionnelle que ça, mais au final, il y a l'idée du fil, de l'aiguille, mais c'est quand même assez différent, j'ai trouvé. Mais j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire plus, parce que je suis un peu dans la course avec mes tests, et que donc quand j'ai du temps pour faire du loisir créatif, je privilégie au maximum mes tests pour pouvoir rentrer dans les délais. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je viendrai vous le remontrer une fois de temps en temps quand il y aura des avancées. Je vais essayer de le garder pas trop loin de mes yeux pour y penser, et ne pas l'enterrer et m'en rappeler dans un an ou deux. Voilà, donc ça c'était la petite nouvelle corde à mon arc. En parlant de nouvelles cordes à mon arc, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je me suis lancé une sorte de, pas vraiment de défi, mais en tout cas une nouvelle aventure, on va dire. J'ai décidé cette année de me teindre mon propre calendrier de l'Avent. Donc je vous explique tout. En fait, j'y pensais déjà depuis un bon moment, puis j'osais pas me lancer en fait. J'ai vu pas mal de calendriers, de teintures en France qui me plaisaient beaucoup, mais que j'ai pas acheté à cause du prix en fait. Tout simplement, on se cachera pas qu'un calendrier de l'Avent ça coûte très cher, et surtout si on ajoute les frais de port à l'international, puisque dépendamment où les teinturiers envoyaient à l'international, et je payais les frais de port et potentiellement les frais de douane qui vont avec, ou j'envisageais de le faire livrer par exemple chez ma maman, et puis après qu'elle me le poste ici en fait. Donc là c'est pareil, ça aurait été très cher, hein, puisqu'il faut compter, je pense que c'est à peu près $80, $80 canadiens de frais de port pour ce genre de quantité là de produits quoi, bref. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me faire mon propre calendrier de l'Avent. Donc l'année dernière, j'avais fait un échange de restes, c'était génial. C'était génial dans le concept en fait, parce qu'on était combien on était au final, 5 ou 6, je sais plus. Et c'était super cool, parce que on s'est toutes donné en fait, on a toutes préparé 25 petits paquets. Et chacune, dans son calendrier, avait quelques paquets de l'une, quelques paquets de l'autre, etc. Donc c'était vraiment un vrai mélange. Et c'était une super expérience. Et puis en plus de ça, ça a permis de découvrir de nouvelles laines, des teinturiers que je ne connaissais pas, des bases que je ne connaissais pas. On s'était donné une petite liste de nos goûts, ce qui fait que moi en tout cas, tout ce que j'ai reçu, tout m'a plu. Et puis j'avais aussi reçu un calendrier de l'Avent en cadeau, de la pure générosité de Manon. Je te remercie encore si tu passes par ici, parce que vraiment ça m'a beaucoup touchée.
Et Manon m'a beaucoup gâtée. J'ai aussi eu de très 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 belles choses dans ce calendrier de l'Avent là. Euh, mais pardon. Là, cette année, j'ai pas assez de restants de laine en fait pour reproduire le format qu'on avait fait l'année dernière. Puisque j'avais vraiment tout donné l'année dernière, j'avais même dû sur la fin aller piocher dans des écheveaux neufs en fait parce que j'avais plus de restants. Et donc là, clairement, cette année, j'ai pas du tout de quoi le refaire comme ça. Après, par contre, je sais pas, peut-être on n'en a pas encore rediscuté récemment avec les filles. Peut-être qu'on pourrait trouver une autre idée d'échange, ou peut-être qu'elles pourraient le faire sans moi s'il y en a quelques-unes qui en ont assez. Je sais pas, on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, ce format-là ne fonctionne pas pour moi cette année. Et j'envisageais d'acheter un calendrier de l'Avent de teinturier, quoi. Et puis bon, de toute façon, au Québec, c'est pareil, hein, ça a un certain coût comme en France. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce serait quand même super cool que je me fasse mon propre calendrier de l'Avent, en me disant, si je m'y prends maintenant, j'ai le temps de teindre tout ce qu'il me faut. Et puis petit à petit, je sais que je vais oublier les couleurs. Je sais que je vais redécouvrir, en fait, d'ici le mois de décembre, ce que je vais avoir fait. Sauf que ce qui m'a retenu, c'est que ça avait quand même un certain coût, parce que j'ai pas le matériel de base. J'avais reçu, pas Noël dernier, celui d'avant ou à mon anniversaire, un kit de teinture, mais c'était... il y avait trois pigments. Et c'était des petits formats en fait, donc j'aurais pas eu assez de pigments pour faire une aussi grande palette que ce que je projette pour un calendrier de l'Avent. Et puis j'en aurais pas eu assez aussi bien en fait en diversité qu'en quantité. Donc là, il fallait que j'achète les pigments, il fallait que j'achète la laine, et puis bon, quelques accessoires, mais ça c'est pas ce qui a coûté le plus cher, comme les masques, les gants de protection, et puis c'est à peu près tout, je pense. Et donc ça faisait en sorte que la commande était quand même un petit peu onéreuse. Au final, j'ai passé commande et en toute transparence, j'ai payé plus ou moins le même prix que ce que j'aurais payé pour un calendrier de l'Avent d'une teinturière artisanale. La différence, c'est que là, en payant ce prix-là, je ne paye pas que le produit final de la laine teinte, mais je paye aussi tout le loisir qui va aller avec, toute l'activité qui va être autour. C'est ce que je dis souvent par rapport au tricot. Souvent, on peut avoir l'impression que le tricot, ça coûte très cher, surtout quand on a tendance à tricoter avec des laines de teinturier. Mais moi, je dis toujours, alors c'est sûr qu'il y a une question de budget, ça c'est indiscutable, de est-ce qu'on peut et est-ce qu'on veut mettre cet argent-là dans de la laine, puis ça, voilà, c'est propre à chacun. Mais moi, je me dis toujours, quand j'achète de la belle laine avec un certain budget, je paye pas juste mon produit fini. Il faut pas que je vois en me disant, bon là, je vais avoir un pull qui va m'avoir coûté 200 $. C'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est toute l'activité, tout le loisir, le nombre d'heures de tricot. Finalement, oui, ok, j'ai un pull à la fin, mais avec ce 200 $, j'ai pas seulement financé le pull, j'ai aussi financé la centaine d'heures de loisirs qui a conduit à ce pull. C'est comme ça que je le pense. Surtout que moi, j'ai pas d'autres activités comment dire, monétaire, enfin pas monétaire, mais payante. En fait, je suis pas inscrite à une salle de sport ou je sais pas moi, des cours quelconques de danse ou j'en sais rien. Donc, donc finalement, voilà, c'est mon activité, j'allais dire extrascolaire. donc, donc voilà, donc ça pour dire que pour la laine, c'est la même chose. Oui, au final, j'ai pas gagné d'argent, mais en plus du produit fini, eh bien, je finance, entre guillemets, aussi toute l'expérience qui va aller autour. J'ai bien conscience que probablement que mon produit fini n'aura pas la qualité des produits finis que j'aurais eu dans un calendrier de l'Avent de teinturière, mais c'est pas grave parce que je serai contente, c'est moi qui vais l'avoir fait, je vais avoir choisi mes couleurs, et puis j'ose espérer que petit à petit, au fil de mes expérimentations, je sois capable de reproduire des choses qui me plaisent de plus en plus. Donc voilà.
L'autre chose, c'est que certes, j'ai payé un montant équivalent, mais j'ai beaucoup plus de laine. Parce que là, quand je vous dis que j'ai payé à peu près le prix d'un calendrier de l'Avent, je parle d'un calendrier de l'Avent constitué en moyenne de 24-25 mini avec quelques accessoires à côté. Là, j'ai 3 quantités chandail, j'ai 2 quantités chandail en fingering et une quantité en déca. Et après, j'ai de quoi faire des kits de laine à chaussettes, des kits de 50 et 20 grammes en fait, de laine à chaussettes. Donc à la fin, j'ai beaucoup plus de laine que ce que j'aurais eu en achetant un calendrier de l'Avent. Donc rapidement pour vous donner une idée de ce que j'ai acheté. Donc d'abord, j'ai acheté les pigments Greener Shades. Moi, j'ai pas déballé encore, donc ça vient avec l'acide citrique et puis un petit mode d'emploi en quelque sorte. Et donc là, j'ai tous les coloris en fait. Hein. Donc il y a du rouge, du orange, voilà, il y a plein de choses. Et à côté, j'ai aussi acheté, payé, un guide électronique qui était vendu sur la boutique. Donc j'ai commandé sur le site Artigina, Greener Shades aussi, avec toutes les... en fait, plein de recettes de pigments pour donner différentes couleurs. Donc ça m'a coûté, je crois que c'était à peu près 8$. Et c'est sûr que j'ai pas expérimenté encore, mais de ce que je vois, je pense que ça peut quand même valoir le coup pour avoir un peu une base et savoir un petit peu à quoi s'attendre, même si voilà, c'est toujours variable d'une expérience à l'autre, de la qualité de l'eau à une autre, etc. Mais voilà, je pense que c'est quand même, pour ce prix-là, comparé au prix qu'on investit dans les pigments et dans la laine, je pense que ça peut valoir le coup si on débute d'acheter un petit guide similaire. J'ai acheté, donc je vous l'avais dit, des gants et puis des masques de protection. Et au niveau de la laine, j'ai acheté... Alors je crois qu'il y en a 700 grammes de Merino Superwash et nylon en fingering. Donc ça, il doit y avoir 3 qui sont pour une quantité chandail et le reste qui vont partir pour des kits à chaussettes. J'ai acheté 400 grammes de déca bouclée. Ça, j'en ai jamais tricoté, je suis super contente, elle est méga douce. Je suis super contente de l'essayer, ça coûte cher souvent, et donc là, forcément, ça coûtait vachement moins cher de l'acheter non teinte. D'ailleurs, ça serait super beau aussi dans la couleur naturelle, comme ça. Mais bon, là, l'idée, c'est de la teindre. Donc, une quantité chandail, une quantité pull, et une autre quantité chandail pull de laine fingering avec de la stellina or, doré. Voilà. Et puis après, des mini de 25 grammes pour constituer les kits à chaussettes. Et là, les mini, c'est du 80% BFL Superwash et 20% de nylon. Malheureusement, ils n'avaient plus la base Merino Superwash en mini, donc je me suis tournée vers le BFL. C'est pas... Enfin, les contrastants, c'est pas très grave si c'est pas la même base. Voilà. Donc, au sujet de cette expérience de teinture. Donc là, j'ai pas commencé encore, j'ai reçu ma commande au courant de la semaine dernière, mais j'aimerais commencer quand même assez rapidement, déjà juste parce que je suis impatiente en fait de tester. Et quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me dire que vous étiez intéressés à faire une démarche similaire à la mienne. Et après avoir discuté avec vous, en fait, j'ai créé un groupe de discussion sur Instagram. Donc là, je l'ai lancé ce matin, je crois, ou hier je pense. Et on est déjà quelques-uns à être réunis là-bas. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et sinon, vous allez le retrouver aussi dans mes stories à la une sur Instagram. Il y a une story teinture et vous avez le lien à cet endroit-là pour rejoindre la discussion sur Instagram. Donc l'idée de cette discussion, en fait, c'est de se retrouver entre j'appelais ça les apprentis teinturiers, en fait, entre personnes qui n'ont pas d'expérience ou qui débutent dans cette expérience, ou si vous êtes expérimenté et que vous avez envie de venir partager vos résultats, de donner des conseils, y a pas de problème aussi, vous allez être les bienvenus. Mais l'idée de base, voilà, c'est de se donner une impulsion, de se lancer tous ensemble, de s'entraider
parce que on est beaucoup des discussions que j'ai eues, on est plusieurs à avoir tout ce qu'il faut à la maison, mais à pas oser se lancer en fait. Donc c'était cool de se réunir et de se dire allez on y va, de voir un petit peu les gens se lancer petit à petit, ça va nous donner envie, on va pouvoir c'est ça, se conseiller. Donc je pense que ça va être une super dynamique. En tout cas c'est ce que j'espère. Donc vous êtes les bienvenus. Euh, c'est ça, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à cliquer sur le lien, comme je vous ai dit, dans la barre de description ou sur Instagram. Voilà. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. J'ai encore 2 achats à vous montrer et une petite annonce à vous faire. Sauf que là, j'ai un vilain mal de tête qui est arrivé en fait pendant que je vous parlais. Donc je vais faire une pause et je reviendrai vous parler ou plus tard dans la journée ou demain pour terminer cette vidéo. Je fais une tentative de filmer dehors, mais où que je me mette, il y a trop de soleil en fait. Peu importe comment j'incline l'appareil, il y a trop de soleil. Et il y a un peu de vent aussi, donc j'espère qu'au niveau du son ça ira. En tout cas, bref, donc on est le lendemain, on est mardi. Et entre-temps, j'ai décidé de laisser tomber l'un des sujets dont je voulais vous parler. J'en parlerai sinon plutôt une prochaine fois, voire dans une vidéo dédiée. Mais j'ai encore 2 choses à vous dire. Donc la première, c'est un achat que j'aimerais vous partager. En fait, je suis allée, ça c'est un bout de ma salade de ce midi, super. Je suis allée à Québec la semaine dernière et j'ai pris, avec ma soeur et ma mère, on a pris les petites routes pour s'y rendre. Et tout d'un coup, on roulait. Là, je tourne la tête et je vois une pancarte, les brebis du Beau Rivage. Alors, les brebis du Beau Rivage, c'est une ferme à côté de Québec, à Lévis, qui produit de la laine, entre autres choses, et qui s'associe à des teinturières locales pour teindre leur laine. Ça fait maintenant 2 ans, je pense, que je les connais et j'aime vraiment énormément leur travail. J'achète quand même assez régulièrement de choses chez eux. J'aime beaucoup l'éthique aussi qu'il y a autour de leur démarche, puisque l'idée, c'est vraiment d'utiliser en fait la totalité de la brebis en fait. Donc ils utilisent la viande, le lait, les peaux, la laine. Donc je trouve que enfin voilà, j'aime bien la démarche. Et je savais très bien qu'ils étaient à Lévis, mais je sais pas pourquoi ça m'a pas du tout traversé l'esprit. On ne prend jamais cette route, donc je savais pas qu'on allait passer devant. Donc là, quand j'ai vu la pancarte, j'ai crié à ma sœur Stop, demi-tour et on a tenté notre chance d'aller voir. C'était férié, donc on savait pas si ça allait être ouvert ou pas. Finalement, arrivé sur place, en effet, ils étaient fermés, mais la personne qui tient la ferme et la boutique était là et nous a très gentiment ouvert les portes de la boutique pour qu'on puisse aller regarder la laine notamment. J'essaie de cacher le soleil en fait. Ah bah là parfait, il y a un nuage. Et j'étais prise un peu dépourvue en fait parce que j'avais pas prévu d'y aller. Donc après coup je regrette pas mon achat, mais j'aurais peut-être acheté autre chose et plus de choses. Mais en tout cas, je suis quand même ressortie avec, attendez, hop, je cache le soleil, avec 2 écheveaux de ces merveilles. Attendez, je cache mes yeux. Hop. Donc on est sur, attendez, déjà je vais vous montrer le petit logo. On est sur, ne bougez pas, Frisane des Champs 2.0, c'est-à-dire 70% laine et 30% de lin canadien. 350 mètres par 100 grammes. Voilà. Et teint par Abi. Alors je sais qu'elle existe, mais je connais pas vraiment son travail. Mais j'avais vraiment eu un coup de cœur. C'est le coloris. Attendez, est-ce qu'il y a un nom? Rubia Cocoidea Secundo. Je sais pas si c'est ça le nom. En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une laine assez rustique qui peut servir à faire des chaussettes. Moi, j'en ai pris 2 écheveaux dans l'idée de me faire
un haut mi-saison. J'ai pas encore cherché le patron, mais en fait ce que j'aimerais, c'est un haut un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu dans la forme du Elton, mais sans les manches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment 2 carrés avec un col peut-être un peu bateau, avec des grandes manches qui tombent et légèrement oversize. C'est comme ça que je le vois, parce que la laine est très rustique et j'ai peur qu'en faisant quelque chose qui soit trop près du corps, que ce soit désagréable à porter à même la peau en fait. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai. De toute façon, je vais probablement pas le tricoter là tout de suite maintenant parce que j'ai énormément de choses à faire encore pour les prochaines semaines. Mais je voulais vous partager mon achat et je vous encourage vivement à acheter chez les Brebis du Beau Rivage parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Alors j'ai jamais testé leur viande, mais je connais les fromages qui sont faits, enfin une partie des fromages qui sont faits à partir du lait qu'ils produisent. Et ce sont mes fromages préférés au Québec, et ce avant même que je sache que le lait de ces fromages provenait de cette ferme. Voilà. Donc ça c'est pour le petit achat. Ensuite, ce qui me restait à vous dire avant de finir cette vidéo, c'est une nouvelle que je n'ai pas encore partagée du tout, mais peut-être que vous le savez déjà. Je m'explique. Je fais désormais partie de l'équipe de rédactrices du média tricot Papote et Pelote qui a été créé par Noémie Jelly, donc de la marque You Need to Learn. Alors Noémie a fait il y a quelques semaines des posts sur Instagram et à la suite des discussions que ces posts ont générées, elle a ouvert la possibilité à des personnes d'intégrer l'équipe de rédaction du journal pour pouvoir lui donner un second souffle et puis répartir un peu la charge de travail en gros. Et je m'étais proposée et puis Noémie a accepté ma proposition. Donc en fait ça fait plusieurs semaines que c'est en cours, ça doit faire même quasiment 2 mois je pense maintenant, mais je voulais pas vous en parler tant que Noémie n'avait pas annoncé elle-même sa nouvelle équipe, et elle l'a annoncé fin de semaine dernière je crois, dans sa newsletter, et voilà, c'est disponible sur le site de Papote et Pelote aussi. Donc je peux maintenant vous en parler. Donc je me suis engagée à hauteur d'à peu près un article par mois qui va être sur le sujet du tricot. Et puis quand j'en sortirai, je vous tiendrai au courant par ici. Pour le moment, il n'y en a pas encore en ligne. J'ai eu un mois de mai et je vais avoir un mois de juin extrêmement chargé à peu près tous les niveaux. Donc je vais débuter ça petit à petit, mais normalement début juillet, maximum, un premier article de ma part devrait arriver. En attendant, si vous ne connaissez pas le site, je vous invite très fortement à aller le voir. C'est un site non lucratif, mais il y a beaucoup de choses déjà. Vous pouvez trouver de tout en fait, aussi bien des astuces que des dossiers, par exemple sur une laine en particulier, sur un bout de l'histoire du tricot. Vous allez trouver des interviews, je sais plus si je l'ai dit déjà, j'ai comme un doute, des top 10 de patrons, enfin voilà, c'est très très riche, il y a énormément de choses déjà. Et je sais pas combien on est exactement, je pense qu'on est un peu moins d'une dizaine de nouvelles rédactrices à entrer en scène. Il y a déjà à l'heure actuelle 2 articles je crois qui sont sortis, des nouvelles rédactrices. Donc je vous invite à aller regarder tout ça et à aller soutenir le média. Il y a aussi une page Instagram Papote et Pelote que je vous invite à aller suivre. Et voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire pour ce sujet-là. Donc ça finit cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je suis perdue. Je ne sais pas encore, il y aura une prochaine vidéo, oui d'accord, mais dans 1 semaine ou 2, je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que les vlogs dans le format vlog habituel devraient revenir. Si c'est pas à la prochaine vidéo,
à la suivante parce que je vais terminer en fait le test secret pour Nadia dans les 2 prochaines semaines et dès que ça va être fait, je vais avoir un peu plus de contenu qui sera propice en fait au partage au jour le jour, tandis que là c'est sûr que en ayant le projet qui m'occupe le plus étant secret, c'est sûr que ça limite un petit peu les avancées à vous montrer. Donc voilà, je pense que je reprendrai un rythme habituel dans les semaines à venir. En attendant, portez-vous bien, tricotez bien. Et puis je vous souhaite de profiter du beau temps s'il est là et de tricoter. S'il pleut dehors, c'est pas grave, on se met sur son canapé, on tricote et c'est très bien aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.